Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je vois qu'il y a déjà du monde, heureusement pour nous tous. Donc, on va commencer notre webinaire qui tourne autour de l'utile du concept à l'outil. Donc, qu'est-ce que c'est l'utile et comment avoir un outil qui nous permet ou nous permet de mettre en place les différents process utiles au sein de notre DSI ou bien au sein de notre entreprise. Donc, le webinaire, donc, comme vous le voyez, est organisé par Spectrum Group, donc Platinum Partner Atlassian, avec la participation de M. Maudit Schmig, donc expert certifié ITIL, donc, qui va nous parler aujourd'hui de la définition des process d'ITIL, donc d'un point de vue théorique. Après, on va passer à une présentation donc, de l'outil Jira Service Desk ou Jira Service Management, comme ça vient d'être renommé par Atlassian. Donc, je me présente, donc je suis Begassem Ejmal, donc directeur commercial Spectrum Group, responsable Afrique aussi. Notre webinaire va se dérouler selon le planning suivant. Donc, on va commencer par une présentation du Spectrum Group. Spectrum, qu'est-ce que Spectrum propose, quelles sont les expertises que Spectrum propose à ses clients. On va passer après pour une trentaine de minutes donc de la présentation de M. Maudit qui tourne autour des concepts clés utiles. Donc, après, une fois ces concepts ont été présentés de point de vue principe théorique, donc on va passer la main à Mme Rachad Touzi, notre responsable centre de service Atlassian, qui va nous faire la démo sur la plateforme Jira Service Management. À la fin, on va passer à une séance de questions-réponses. Donc, j'espère qu'il y aura autant de matière pour animer notre webinaire. Je vous informe que le webinaire est déjà enregistré et à la fin, vous allez recevoir des liens donc, de la présentation de webinaire que vous pouvez aussi trouver sur notre chaîne YouTube Spectrum Group. Spectrum Group, donc artisan de transformation digitale. Donc, Spectrum est une ESN, donc entreprise de services numériques qui a été fondée depuis 2010, donc à Paris. On a un label de jeunes entreprises innovantes, qui est un label en France, on donne aux entreprises qui font du R&D, ils développent eux-mêmes leurs solutions ou bien leurs plugins. On est organisé autour de trois pôles, donc trois pôles d'expertise. Le premier pôle, le pôle historique avec lequel Spectrum Group a été fondé et a commencé son parcours. Donc, le pôle ALM, donc tout ce qui est Application Life Cycle Management, gestion de cycle de vie des applications, gestion de projet. Donc, dans ce pôle, on propose à nos clients donc, tout ce qui tourne autour d'outillage, de coaching et de mise en place d'outils de gestion de projet. Donc, entre autres, la famille Jira qu'on va présenter aujourd'hui sur la partie Service Desk ITSM. Le deuxième pôle est le pôle digital qui englobe deux sous-domaines ou deux sous-pôles qui sont le Digital Workplace qui tourne autour des solutions d'intranet collaboratif, du Digital Workplace, de tout ce qui est solutions de gestion de process, donc BPM, Business Process Management. Et le deuxième sous-pôle qui est le Business Solution, donc ça tourne autour de la solution donc aujourd'hui Odoo pour tout ce qui est small et middle market, donc sur la partie ERP, CRM et gestion de production. Le troisième pôle est le pôle conseil qui sert les deux pôles. Et dans ce pôle, on propose de l'expertise, de l'accompagnement autour de la définition des besoins, autour des choix de solutions, autour d'une façon globale de l'AMOA qui sert les deux pôles, donc le pôle gestion de projet et le pôle digital. Dans le pôle conseil, on a notre offre Benchmark Spectrum Group qui vous permet de benchmarker ou de comparer les solutions sous plusieurs thématiques. On a un bench SCM, un bench BPM, un bench agilité et dernièrement le bench testing. Donc, les domaines d'expertise de Spectrum, donc ça part de la gestion de connaissances, donc tout ce qui est localisation d'expertise avec les solutions de base de connaissances, que ce soit sur Confluence ou sur Jalios, donc quel que soit l'outil.
La gestion de contenu, donc tout ce qui est contenu au niveau des sociétés, de contenu web, de contenu documentaire, de contenu d'archives, vidéo, etc. La gestion des process, donc tout ce qui est modélisation, automatisation et dématérialisation des process métiers. Tout ce qui est data, donc avec l'expertise BI et Big Data. La gestion de projet, donc outillage, gestion de projet, selon la méthodologie agile, donc avec un coaching et un accompagnement, donc de la définition de besoins jusqu'à la mise en place de l'outil. Et la dernière expertise qui est la transformation digitale. Donc, on propose à nos clients des expertises et des outils qui permettent de transformer leur façon de travailler. Aujourd'hui, Spectrum Group, donc on est plus de 120 consultants, donc on a plus de 150 projets réussis en transformation digitale. On a une activité R&D autour de la plateforme Atlassian, autour du Jira. Donc, on développe nous-mêmes des plugins qui sont commercialisés sur le marketplace Atlassian. Donc, on a plus de 10 000 téléchargements aujourd'hui de nos plugins avec plus de 500 clients autour du monde. Le groupe, comme je l'ai dit, a été fondé à Paris. Donc, le siège, il est à Paris. Le plateau technique, il est à Tunis, au Lac 3. Donc, on a un bureau commercial à Londres. On a une filiale en Arabie Saoudite et une filiale qui est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Nos partenaires technologiques, aujourd'hui, on est Platinum Partner Atlassian, donc, qui est le niveau le plus haut de partenariat. On est partenaire Jalios sur la partie Digital Workplace, partenaire Neoledge sur la partie JetJack, partenaire Odoo sur la partie ERP, CRM, gestion de production et partenaire Click sur la partie BI et Data. Nos références, quelques-uns de nos références. Donc, on a des références CAC 40 en France, Thales, Canon, SNCF, Société Générale, Decathlon, Airbus. Donc, on a des grands noms, des grosses entreprises, surtout sur la partie Atlassian. Et la partie Lab, c'est les clients qui téléchargent notre plugin Atlassian, vu que Jira est une plateforme internationale, donc utilisée par les gros éditeurs et les gros comptes. Donc, on a quand même des gros noms en termes d'utilisation de nos plugins. Donc, on a Sony, Samsung, KPMG, voilà, donc plusieurs références sur ce volet-là. En Tunisie, on a la Poste, Mazar, Comar, Orange, Tunisie. On a plusieurs Aziza, on a le Paulina Group, CNI, etc. Donc, plusieurs références sur la partie Atlassian essentiellement. Voilà. Notre partenariat avec Atlassian, donc c'est le plus haut niveau de partenariat avec Atlassian, donc Platinum Partner. On est classé sur le site de l'éditeur Atlassian, donc on est classé deuxième en France, premier en Afrique et premier au Golfe. Donc on est parmi les meilleurs partenaires Atlassian donc dans la zone. Notre partenariat avec Atlassian a commencé depuis 2011. Et à travers, on a passé les différents stades de partenariat pour arriver en Gold en 2017 et en Platinum en 2018, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc, le niveau de partenariat dépend de deux critères essentiels. Donc, le nombre d'experts certifiés sur les solutions et le volume de licences vendues donc, avec l'éditeur. Une petite présentation rapide de la famille de portefeuille de solutions que propose Atlassian. Donc, il y a 4 grandes familles donc, de solutions. Donc, la première tourne autour de la fameuse famille Jira, donc, pour tout ce qui est planification, suivi de gestion de projet et de support. Donc, et c'est parmi lesquels on va présenter aujourd'hui Jira Service Desk, donc, qui est devenu depuis quelques jours Jira Service Management, donc suite à l'annonce de Atlassian. Donc, il y a la partie Jira Service Desk pour tout ce qui a été ITSM Service Desk, Jira Software pour toute la partie de projet IT Dev, Jira Core pour tout ce qui est projet business, Jira Ops pour tout ce qui est suivi opérationnel au niveau des plateformes. La deuxième famille, c'est la partie collaboration, donc tout ce qui est solutions de collaboration qui tourne autour de 2 solutions essentielles, donc Confluence et Trello, qui a été acquis par Atlassian, ça fait presque 2 ans maintenant. Donc, Confluence, c'est un outil documentaire qui permet
de gérer toute la partie documentaire du projet, donc de bout en bout, la mise en place des bases de connaissances, la mise en place des documentations, la mise en place des livrables projets, etc. Et Trello, qui est connu en termes de gestion d'équipe et de partage et de collaboration entre les membres d'une équipe autour d'une plateforme, donc cloud. La troisième famille, c'est la partie gestion des usines logicielles, donc toutes les solutions qui permettent de gérer les équipes de développement, donc de bout en bout, de la spécification de besoin jusqu'à la livraison de la solution avec tout le process de gestion de continuous delivery, tout ce qui est gestion des testing avec Bamboo. Donc, il y a les outils Bitbucket, donc tout ce qui est entrepôt de code, la partie souscrit, vérification de code, Bamboo, tout ce qui est testing, Fisheye, le suivi et l'évolution de code, etc. Donc, il y a une panoplie d'outils qui est renforcée avec une centaine ou même des milliers de plugins et des add-ons qui se vendent sur le marketplace Atlassian, qui permet aux équipes dev de gérer tout le cycle de développement de bout en bout sur une seule plateforme. La quatrième famille, c'est la famille donc, avec le SSO Atlassian, donc, qui permet de gérer les accès et la sécurité de toutes les solutions. Voilà, donc qu'est-ce qu'on offre autour de la plateforme Atlassian? Donc, on a six grandes expertises, donc gestion de projet métier, donc tout ce qui est projet hors IT, donc finance, commercial, marketing, etc. Donc ça part d'un projet d'ouverture ou de création d'une nouvelle agence bancaire, comme ça peut être une nouvelle offre marketing qui peut se gérer sur Jira, etc. Donc tout le besoin autour de projets métiers indépendamment de la partie IT. La deuxième expertise ou le deuxième domaine, c'est la gestion de projets logiciels, donc toute la partie gestion de développement de solutions. La gestion de portefeuille de projets, donc tout ce qui est roadmap projet. L'usine logicielle, la partie gestion de services informatiques, donc la partie ITSM qu'on va présenter aujourd'hui avec la solution Service Desk, Jira Service Desk, qui est déjà une solution qui se base sur le framework utile ou les certifiés utiles sur quelques process. La sixième donc, expertise est la partie DevOps, donc toute la partie automatisation des process, donc entre les équipes opérationnelles, les équipes métiers, les équipes IT qui assurent le développement de solutions. Nos services, donc ça part de la vente de licences worldwide, donc on a le droit de vente de licences partout. Donc bien sûr, ce n'est pas la vente en elle-même, mais le conseil autour du choix de combinaison de licences, du choix de combinaison des outils qui vous permet d'avoir ou d'optimiser les budgets d'acquisition au niveau des outils Atlassian. Le deuxième service est l'hébergement. Donc, on gère l'hébergement pour quelques-uns de nos clients qui préfèrent avoir leur propre, on va dire, cloud privé, mais qui ne souhaitent pas faire de l'infra ou gérer eux-mêmes les serveurs. On fait du conseil aussi, comme le conseil sur la partie, dès la définition de besoin, en fait, comment l'organisation des équipes au niveau de gestion de projet, au niveau des équipes dev, au niveau de process de développement jusqu'à la mise en place. Donc, tout le conseil autour et le coaching autour de gestion de projet. L'intégration et déploiement de solutions Atlassian, donc tous les outils qu'on a vus, donc on assure avec des experts certifiés Atlassian, donc l'intégration et la mise en place de ces solutions-là. La formation, le coaching, on a une Spectrum Academy qui assure des cours et des formations spécifiques sur tous les outils Atlassian, donc avec des cursus certifiés par Atlassian. La sixième expertise, donc, c'est le support et l'infogérance. Donc, l'infogérance des plateformes mises à disposition des clients. Donc, on a l'expertise nécessaire autour de la gestion de l'infrastructure Atlassian, donc, avec des experts architectes infra, donc, qui permet aux clients de sous-traiter ou de passer la gestion de ces infras à nos experts.
On est aussi, comme je l'ai dit, on est aussi market vendeur, donc on est partenaire intégrateur outils Atlassian et on est market vendeur. Les market vendeurs sont quelques partenaires privilégiés qui font le développement autour des outils autour de la plateforme Atlassian, donc les différentes plateformes, Jira, Confluence, etc. Spectrum Group fait partie donc de ces partenaires market vendeurs, donc on a une équipe R&D qui développe et commercialise des plugins sur la plateforme, donc sur le marketplace Atlassian. Donc, dans ça, on a quelques plugins qu'on va présenter. Donc, tout ce qui est time tracking, donc un plugin time tracking, donc le timesheet, donc permet de gérer tout ce qui est saisie de temps passé, etc. Donc, et toute la partie reporting au niveau de timesheet. L'organisation des équipes aussi au niveau de Jira avec les deux plugins Teams. Le formatage ou le design de compte rendu sur la partie Confluence, Glossary, FAQ qui sont deux aussi plugins sur Confluence, la partie gestion, dédiation de l'innovation, du cycle de vie d'une idée jusqu'à son atterrissage à un projet, donc à travers aussi des plugins développés par les experts Spectrum. Ok, donc ça, c'est quelques références donc, de Spectrum et des outils. Donc, Nouvelle-Aquitaine, Canaan, Nexity, Saint-Gobain, etc. Tout ça, c'est des projets gérés autour de la solution Jira et autour des outils Atlassian. Ok, donc pour respecter le planning, là, on passe à M. Mouldi pour présenter son intervention autour de l'ITIL et ses concepts. Monsieur Mouldi, vous avez la main. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie au nom de toute l'équipe de votre présence à ce webinaire qui va s'occuper de deux éléments, présenter les concepts utiles et présenter un outil qui va vous permettre de mettre en place les process utiles. Bien évidemment, si on veut parler de utile, ça va demander une formation de 2 à 3 jours à 4 jours minimum. Mais on va essayer ensemble de voir quelles sont les nouveautés dans ITIL 4. On va voir ensemble l'historique de ITIL, quelles sont les nouveautés de ITIL 4, et on va focaliser dans notre présentation sur 4 processus parmi les 34 préconisés par ITIL. Donc, on aura deux principales étapes. Une première étape, introduction générale. C'est quoi ITIL? Quelles sont les différentes versions? On va focaliser sur la caractéristique de ITIL 4. Ensuite, on va voir les différentes pratiques préconisées par ITIL et on va commencer avec un minimum de 4 pratiques à présenter. Donc, on aura 2 grands chapitres et j'espère bien pouvoir respecter le délai accordé. Allez, avant tout, commençons par l'introduction à ITIL. ITIL est une bibliothèque qui contient les bonnes pratiques pour gérer l'infrastructure des technologies de l'information. Ça, c'est la dénomination de ITIL. Donc, ITIL, elle contient les bonnes pratiques qui sont nécessaires pour faire une bonne gestion de services fournis aux clients. On va voir rapidement 5 éléments, une petite présentation du formateur, les différentes versions de ITIL. Je veux me certifier ITIL, quel est le schéma? Et on va voir les nouveautés, qu'est-ce qui est neuf dans ITIL 4 par rapport aux autres versions, et le cœur de ITIL 4, le fameux SVS, le système de valeur de service. Rapidement, je suis formateur, Mouldi Chmegui, formateur, je suis certifié ITIL expert, ITIL Managing professionnel. À ce jour, j'ai eu l'honneur d'animer 169 sessions. Le compteur n'est pas actualisé. Aujourd'hui, je suis à la 170e session de formation. J'ai animé pour plus que 1600 participants. J'ai eu l'honneur d'animer des sessions dans différents pays africains. J'ai animé des modules ITIL Foundation et des modules ITIL Intermediate. Voilà quelques références concernant mes clients de formation au niveau secteur télécom, au niveau ministère. Et aussi, j'ai contribué à concevoir et à mettre en place certains process ITIL. Vous voyez cette liste-là.
J'ai eu l'honneur aussi de faire une mission d'audit à ISO 20000. J'ai assumé pas mal de responsabilités durant mon parcours professionnel. On va partir aux différentes versions de ITIL 4. ITIL, c'est le référentiel de bonnes pratiques de gestion de service. Moi, je suis DSI, j'ai besoin comment gérer mes ressources, comment coordonner entre mes ressources pour arriver à fournir un service au niveau des attentes du client. ITIL, elle a connu 4 versions. La fin des années 80, c'est la version V1. Le focus, comment gérer l'infrastructure, comment gérer les serveurs, les applications, les bases de données. En 2000, la V2, le concept de processus. Mettre en place des process transverses. Un process, comme vous le connaissez, est un ensemble d'activités structurées interdépendantes qui prend des entrées et les transforme en sorties. Avec la V3 en 2007, il y a eu un nouveau concept, le concept de service, le concept de valeur et le concept de cycle de vie. ITIL préconise qu'on doit toujours s'améliorer, c'est à travers ce fameux cycle de vie. En 2011, il n'y avait pas une vraie version, c'était une édition pour mieux aligner les pratiques IT sur l'évolution business. En 2019, ça c'est le vrai changement. ITIL 4 avec la mise en place d'un système de valeur de service. ITIL 4 préconise d'intégrer les autres référentiels. Il y a pas mal de référentiels sur le marché de bonnes pratiques de gestion de service. Avec ITIL 4, on va intégrer le lean management, on va intégrer l'agilité. Donc ça, c'était les différentes versions de ITIL 4. On va revenir tout à l'heure, juste après le schéma de certification, sur les caractéristiques de système de valeur de service. Rapidement, je veux me certifier ITIL. Il y a 3 niveaux. Un niveau foundation, un niveau intermédiaire avec 4 modules possibles et un niveau expertise qui s'appelle maintenant managing professionnel. Ils ont préconisé un deuxième path, un deuxième schéma, c'est ce qu'on appelle le strategic leader. Donc, il y a 2 formations et vous êtes strategic leader. Si vous avez obtenu le diplôme à gauche et le diplôme à droite, vous êtes candidat à devenir ITIL Master. Donc, l'ITIL Master, c'est le top de ITIL, tel que j'espère bien, vous serez tous un jour certifiés ITIL 4 Master. Ça, c'est un désir qui n'est pas du tout difficile à atteindre. Voilà. Maintenant, je vais parler de nouveautés de ITIL 4. Quel est le cœur de ITIL 4? Donc, comme son nom l'indique, ITIL 4 présente les bonnes pratiques de la 4e révolution industrielle. Elle nous ramène les principaux concepts suivants. Le premier, c'est mettre en place un système de valeur de service. Maintenant, l'IT, il doit interagir avec le client sous la forme d'un système. On aura besoin d'un ensemble de composants qui sont indispensables pour permettre de fournir la valeur au client. Deuxième composant, deuxième élément, la chaîne de valeur de service. En 2 mots, la chaîne, c'est quoi? C'est le moteur. C'est là où on va produire les services qui seront fournis aux clients. Autre nouveauté, les 4 dimensions de la gestion de service. Je m'explique. Nous, on est fournisseur de services. On a des ressources qui sont de 4 types, qui sont de 4 dimensions. Une dimension humaine, organisation et people, de l'information, de la technologie, des partenaires, des fournisseurs, et on est en train de constituer et de mettre en place des flux de valeur et des processus. La 4e nouveauté dans ITIL 4, ce sont les principes directeurs. Un principe directeur est une recommandation. Nous, on veut assurer une bonne relation avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. On doit mettre en place ce qu'on appelle un ensemble de valeurs partagées qui nous guident. En fait, les principes directeurs, ce sont des recommandations utiles qui nous orientent pour bien fournir un service à nos clients. Ça s'appelle en anglais Guiding Principle. Voilà. Je m'excuse, je suis bousculé par le temps. Maintenant, je vais focuser sur le système de valeur de service.
Si on veut dire c'est quoi ITIL 4, la réponse elle est la suivante. ITIL maintenant préconise d'industrialiser le métier de l'IT à travers la mise en place d'un système, un ensemble de composants. On a une demande exprimée par le client, elle est soumise à un système qui va générer de la valeur au client. Le client, il s'adresse à nous pour obtenir de la valeur. Donc, la valeur, elle sera facilitée à travers des produits et des services. Nous, on fournit un service, c'est un moyen qui permet au client d'atteindre les résultats souhaités. Les produits et les services sont préparés, sont fabriqués par la fameuse chaîne de valeur de service. Comme indiqué, la chaîne est un ensemble d'activités interconnectées qui permettent de créer de la valeur sous la forme de service. Autre composant, c'est les principes directeurs. Comme indiqué, un principe directeur est une recommandation qui nous guide, qui nous oriente en toutes circonstances. Troisième composant indispensable, la gouvernance. Tout système doit être bien gouverné. La gouvernance, c'est un moyen pour diriger et contrôler une organisation. Si on n'a pas une bonne définition claire d'erreur et responsabilité, on ne peut pas réussir. Le quatrième composant, c'est les pratiques. C'est quoi les pratiques? Un ensemble de ressources organisationnelles. Chaque entreprise, elle dispose de ressources. Elle doit bien gérer les ressources pour arriver à bien fournir de la valeur à ses clients. Dernier composant du système, c'est l'amélioration continue. Écoutez bien, chers amis, l'amélioration continue est une culture. Chacun de nous doit penser à s'améliorer, doit remettre en place les mécanismes d'amélioration. Donc, tout ce qu'on a vu, ça constitue quoi? Un système, c'est-à-dire un ensemble de composants qui fonctionnent ensemble en tant que système, en synergie, en tant que système pour permettre la co-création de la valeur au client. Voilà. Ça, c'était la première partie. Maintenant, on va aller à voir ensemble 4 pratiques parmi les 34 pratiques préconisées par ITIL. Selon ITIL, c'est quoi une pratique? Allez, on commence avec la définition. Une pratique est un ensemble de ressources organisationnelles conçues pour exécution de tâches ou réalisation d'un objectif. Tout simplement, ici, dans ITIL 4, plus global que le process. On va combiner des ressources. On aura des équipes, on aura des process, on aura des outils. Ça constitue, dans le jargon ITIL 4, un ensemble de ressources qu'on va appeler pratiques. Donc, ITIL 4 préconise 34 processus, 34 pratiques. Ils sont au nombre de 3, 14 pratiques de gestion générale, 17 pratiques de gestion de service et 3 pratiques de gestion technique. Ces pratiques-là, il y a une partie qui est neuve, il y a une partie qui existe déjà dans la V3. Les pratiques très importantes, gestion de l'architecture. Maintenant, ITIL, elle préconise comment préparer une bonne architecture. Gestion des risques, gestion des projets, gestion du portefeuille. Tout ça sont des pratiques indispensables pour réussir le métier de fournisseur de services. Voilà. Donc, parmi ces 34-là, je vais vous proposer 4 pratiques que j'estime indispensables pour chaque fournisseur de services. Bien évidemment, les équipes IT, il y a des équipes de 4 personnes, il y a des équipes de 400 personnes. Donc, ces 4 pratiques dont je vais parler, elles sont indispensables. Chaque fournisseur de services, il doit mettre en place, par exemple, ce qu'on appelle un centre de service. C'est quoi un centre de service? C'est un SPOC. C'est un point de contact entre les utilisateurs et les équipes IT. Chaque fournisseur, il est en train de gérer des incidents. Chaque fournisseur de service, il est en train de gérer des demandes de service et bien évidemment, il est en train de faire la gestion des changements. Donc, je vais commencer par la première pratique, le centre de service. Je vais essayer d'accélérer un peu et peut-être je vais pas terminer. Hein, le temps passe rapidement. Allez, un centre de service. Je suis fournisseur,
j'ai des utilisateurs. Le but du centre de service, capturer les demandes de résolution d'incidents, capturer les demandes de service. Un client, il a besoin de résoudre un incident. À qui il s'adresse? Au centre de service. Il demande un accès à une application, il s'adresse au centre de service. Ensuite, le centre de service de nos jours, il acquiert de plus en plus d'importance. L'objectif préconisé, paraît-il, c'est fournir un point de contact unique entre le fournisseur et les utilisateurs, ce qu'on appelle le SPOC, Single Point of Contact. Le client, l'utilisateur n'a pas à chercher plusieurs adresses. Il a un seul point de contact, il s'adresse pour traiter sa demande. Le centre de service, il a besoin de compétences, il a besoin de skills. Le service doit connaître le contexte business, doit connaître les process business, mais il aura aussi de skills relationnels. Il doit faire preuve d'excellentes compétences en matière de service client, telles que l'empathie, la communication efficace et l'intelligence émotionnelle. Vous allez gérer des relations avec des êtres humains, vous devez donc disposer de ces skills. Le centre de service est le premier point de contact. Il va collaborer avec les autres équipes. Et il préconise quoi? De mettre en place le principe de collaboration et de promouvoir la visibilité. On constitue toute une chaîne. Le centre de service, c'est le premier niveau. Les équipes de développement et les équipes de support, bien évidemment, ils vont apporter un support au centre de service. Allez, comment accéder au centre de service? Certainement, tout à l'heure, l'équipe Spectrum, elle va nous donner des exemples. On peut appeler par téléphone, on peut aller directement au bureau, on peut envoyer un mail et on peut aussi utiliser le portail ou l'application mobile pour contacter le centre de service. Maintenant, il a deux nouveaux canaux, c'est les réseaux sociaux et bien évidemment les outils de chatbot. Maintenant, une tendance sur le marché, automatiser les canaux d'accès pour réduire les contacts, pour réduire les tâches de bas niveau avec l'outillage et surtout donner la main aux équipes IT de se concentrer sur une excellente expérience client. C'est-à-dire quoi? Le client doit avoir une équipe qui passe beaucoup plus de temps à comprendre ses désirs. Il y a deux nouveaux concepts très importants, le Customer Experience et le User Experience. Donc, on va décharger les équipes centre de service des tâches de bas niveau. Voilà. Donc, c'est ça rapidement ce que je peux dire à propos du centre de service. Voilà. Défi accepté. 5 minutes. Allez. Ensuite, la pratique suivante, le fameux process gestion des incidents. Ça, c'est le pain quotidien de tout fournisseur de services. Chaque jour, on est en train de résoudre. On va voir les bonnes pratiques préconisées par ITIL pour garantir une satisfaction du client. On va commencer par définir un incident. Un incident, c'est deux cas, une interruption non planifiée d'un service ou la réduction de la qualité d'un service. Donc, soit le client ne peut pas travailler, soit la qualité de service n'est pas au niveau de ses attentes. Quel est le but de cette pratique? Réduire l'impact négatif des incidents. Comment? En restaurant l'exploitation normale le plus rapidement possible. On est pressé, le temps n'est pas avec nous. Dans la gestion des incidents, plus on réduit le délai ou la durée de l'indisponibilité, plus le client sera content. Donc, notez bien ce but, cet objectif, réduire l'impact négatif. Comment? On va restaurer le service le plus rapidement possible. On va parler de principe de gestion. Le premier, tout incident doit être enregistré et géré. À chaque fois que je donne formation, je pose la question suivante. Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer les incidents ou non? Une bonne partie, ils me disent non. Pourquoi? Ils n'ont pas un outil. L'avantage de l'outillage, c'est donner la possibilité d'enregistrer le ticket incident et de suivre son cycle de vie. Ensuite, on a un incident. Idéalement, on devrait convenir sur un délai avec le client.
On va résoudre l'incident dans 2 heures. On va le documenter et communiquer aux utilisateurs. On doit prioriser les incidents selon une classification convenue. Généralement, l'impact métier, il est important. Ensuite, lorsqu'on va gérer les incidents, on va manipuler de l'information. Idéalement, les informations sur les incidents devraient être enregistrées dans un outil approprié. Et c'est là l'avantage de l'automatisation préconisée par ITIL. On ne peut pas gérer des centaines d'incidents, des centaines de changements de façon manuelle. Donc, on aura besoin d'outils modernes qui présentent plusieurs avantages. Et c'est Spectrum de présenter les avantages, mais je vais donner 2 avantages. La correspondance automatique entre les incidents. On peut avoir un incident père et des incidents fils. On clôture le père, systématiquement, les incidents fils seront clôturés. Un autre avantage, c'est l'analyse intelligente des données. Les outils permettent de nous préparer des rapports et des dashboards qui nous permettent de piloter notre activité. Au fur et à mesure que l'incident évolue, l'équipe gestion des incidents doit mettre à jour les informations. Quels sont les symptômes, l'impact business, les CI touchés et surtout, qu'est-ce que vous avez fait comme action et qu'est-ce qui reste à faire. Qui va résoudre l'incident? Il en a au moins 6 canaux. Idéalement, et certains outils le permettent, c'est l'auto-assistance. On donne de l'autonomie au client pour faire l'action de résolution. Sinon, il va contacter le centre de service qui va faire un premier niveau de support. S'il n'arrive pas, il escalade l'incident à une équipe de support en fonction de la catégorie de l'incident. Parfois, s'il y a besoin de faire appel à un fournisseur, on a des contrats avec les fournisseurs qui vont nous supporter. Si l'incident il est majeur, bien évidemment majeur, c'est l'impact business qui est très élevé, on va constituer une équipe temporaire. Parfois, lorsqu'il s'agit d'une catastrophe, on va déclencher le plan de continuité. Un dernier point, excuse-moi, la gestion des incidents, elle nécessite une collaboration. Il faut bien travailler au-delà des frontières. On va essayer de mettre en place des mécanismes de partage, des mécanismes d'apprentissage. Et pour collaborer avec les fournisseurs externes, on aura besoin de signer des contrats de partenariat. Voilà. C'est fini les incidents. Je vais commencer vers les demandes de service. Au quotidien, le client il nous contacte pour 2 choses. Il réclame un incident ou il demande quelque chose. Donc, la demande de service, c'est toute demande initiée par un utilisateur. On va voir 5 exemples de demandes de service. Le client peut quoi? Peut demander une ressource. Donnez-moi un téléphone portable, un ordinateur, une cartouche d'encre. Il peut aussi demander un serveur virtuel pour une équipe de développement. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il demande une action de service. Fournissez-moi le rapport incident. Venez remplacer la cartouche d'encre. Troisième cas, il demande une information. Comme quoi, moi, je suis nouvellement recruté. Je n'étais pas assez formé sur la nouvelle application. C'était le cas tout à l'heure. Une bonne partie des tickets traités par les équipes IT, Service Desk, c'est les tickets des clients qui ne sont pas assez formés sur les applications. Je veux créer un document, je vais passer telle écriture, comment faire? Ce qu'on appelle le how-to. Autre information, l'heure d'ouverture du bureau. Autre information, où vous en êtes par rapport à mon incident ou par ma demande. Le quatrième type, il demande d'accéder à une ressource ou à un service. Par exemple, j'ai fait une mobilité d'un service à un autre, changez-moi des droits d'accès. Je veux partager un fichier avec mon collègue, accorder le droit d'accès à mon client. Dernier type, c'est le retour, ce qu'on appelle feedback, les compliments ou le plainte. Un client, il vous contacte pour se plaindre par rapport à une nouvelle interface. Vous avez développé la semaine dernière une nouvelle interface, mais le client n'est pas content. Il va se plaindre.
Aussi, il peut une plainte par rapport à la performance d'une équipe de support. Une anecdote, j'avais une formation à responsable service desk et lorsque je disais, cher ami, tous les contacts doivent être enregistrés. Il m'a dit, hein, tu es sérieux, il me le dit. J'ai dit oui, bien évidemment. Il m'a dit, si je dois faire ça, je dois avoir 2 personnes toute la journée qui ne font qu'enregistrer les tickets. Je lui dis oui, pour valoriser votre travail, vous devez enregistrer tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, après les exemples, on va voir quelle est la définition. J'ai commencé avec l'exemple et maintenant la définition. Une demande de service, c'est une demande exprimée par un utilisateur ou un représenté autorisé, le manager, le directeur. Elle va déclencher une action de service. Je vais remplacer la cartouche. C'est une action, fournir un rapport, accorder le droit d'accès. Cette action, elle est convenue comme dans le cadre de la fourniture normale de service. Le client a droit de demander cette action de service. Quel est le but de la pratique gestion des demandes de service? Gérer les demandes de service de manière efficace et conviviale. Regardez entre parenthèses, user-friendly. Le client, il s'appuie sur nous. Il a besoin d'un rapport à présenter. Donc, on doit traiter la demande de manière efficace. C'est-à-dire, on respecte le délai. Convivial, c'est le relationnel. On doit bien gérer la relation avec nos clients. Ce qui va permettre de soutenir la qualité du service convenu. On convient avec nos clients sur un niveau de qualité. Le traitement professionnel, il va permettre de respecter notre engagement avec nos clients. Un dernier point concernant l'exécution de demandes de service, et là, on va parler d'outillage. Idéalement, l'exécution doit suivre un certain nombre d'étapes. Donc, les étapes pour exécuter la demande de service doivent être connues et éprouvées. C'est-à-dire, la façon de traiter la demande, les étapes sont bien connues. Et ils ont donné preuve dans le passé. C'est-à-dire, on a refait les mêmes activités et le résultat est toujours constant. Un dernier point concernant l'automatisé, il est préférable d'utiliser un outil pour traiter les demandes de service. Donc, on doit standardiser les demandes et automatiser le plus possible. Voilà. Donc, ça, c'est concernant les demandes de service. La dernière pratique, habilitation des changements. On vous rajoute 5 minutes, Monsieur Maudis. Le contenu est vraiment très, très intéressant. On vous rajoute 5 minutes. Merci, merci. Allez, donc, je vais revenir pour parler des 34 pratiques. Juste, laisse-moi terminer ça. Allez, l'habilitation des changements. Le quotidien d'un fournisseur de services, c'est le changement. Le client exprime des besoins. Il y a des facteurs externes qui nous encouragent à améliorer le service. On fait un changement pour améliorer quelque chose. Donc, on va commencer par la définition. Un changement, tel que préconisé par ETIL, ajout, modification ou suppression. De quoi? Là où il y a un effet possible, direct ou indirect, sur le service, il s'agit d'un changement. Donc, si vous allez toucher à quelque chose, est-ce qu'il y a un effet possible? Si oui, il faut passer par la pratique habilitation des changements. Quel est le but de cette pratique? Maximiser le nombre de changements apportés avec succès. On va faire des changements, c'est évident, mais il faut s'assurer que le changement va réussir. Il y a 3 principales étapes. Bien évaluer les risques, autoriser le changement et gérer un calendrier des changements. On va aller voir les 3 activités. Concernant l'évaluation des changements, il y a une balance à respecter. Du côté droit, on va apporter des changements bénéfiques. On va améliorer quelque chose. Mais faites attention, protégez les utilisateurs contre les effets indésirables du changement. Ensuite,
tout changement doit être autorisé. L'autorité, selon ITIL, c'est une personne ou un groupe qui va dire go pour l'implémentation du changement. On va définir des modèles de changement et pour chaque modèle de changement, on va définir une autorité adéquate. Finalement, le calendrier des changements, c'est quoi? C'est un document qui permet de bien planifier les changements. C'est un outil de communication. Il permet d'éviter les conflits et de bien assigner les ressources. Normalement, chaque fournisseur de services, il a un calendrier de changement prévisionnel d'une semaine, voire d'un mois. C'est un meilleur outil pour bien planifier les changements. Ensuite, il préconise 3 types de changements, 3 modèles de changement. Il y a un changement normal, standard et un changement d'urgence. Donc, un changement normal, c'est un changement qui va planifier, évaluer, autoriser en suivant un process. C'est-à-dire, on ne connaît pas le risque, on va passer par toutes les étapes. Par contre, un changement standard, il est préautorisé et il y a un critère très important, le risque qui est faible. Notez bien ce terme-là, un changement standard, le risque, il est faible, il est bien compris, il est maîtrisé. Troisième type de changement, c'est le changement d'urgence. Un changement d'urgence est un changement qui doit être implémenté le plus tôt possible. C'est-à-dire quoi? On a un incident à résoudre. On va faire le changement. On ne va pas planifier. La différence, changement normal et changement d'urgence, c'est la planification. Un changement d'urgence, on a un incident à résoudre, on a un correctif de sécurité implémenté. Bien évidemment, on devrait accélérer le déploiement. Mais notez bien, chers amis, et pas mal de candidats me disent, notez bien, il faut bien évaluer les changements d'urgence. Ce n'est pas parce qu'on est pressé qu'on va se permettre de faire le changement en prod sans évaluer. Et aussi, deuxième point, il faut autoriser. Même si on est pressé, on aura une autorité de changement qui est restreinte. On ne va pas demander l'avis de 10 personnes, on peut demander l'avis de 2 à 3 personnes. Voilà. Donc, les changements d'urgence, ils seront évalués, ils seront autorisés selon des procédures un peu distinctes. Donc, je termine avec ça pour les changements. On a 3 types de changements. Il y a 2 critères à prendre en considération, le risque et l'urgence. Si le risque est faible, c'est un changement standard. Si le risque est faible, c'est un changement standard. Si le risque n'est pas connu, ça pourrait être un changement normal ou un changement d'urgence. Deuxième critère, l'urgence. Est-ce qu'on est pressé? Est-ce qu'on a un incident à résoudre ou on a un correctif de sécurité implémenté? Ça devient un changement d'urgence. Troisième élément, tout changement normal ou standard doit être évalué et doit être autorisé. Voilà. J'ai terminé cette première partie. Micro, Bilges. Oui, merci Simoudi pour cette excellente présentation. Merci à vous. Merci. Donc, si vous aurez besoin de plus de détails donc, sur la partie utile, donc M. Moudi est à votre disposition. Enfin, vous pouvez poser les questions ou après, vous aurez le contact donc, de toute l'équipe. Vous pouvez lui demander plus de détails. Donc, on passe à la présentation de l'outil qui va assurer tous ces concepts que M. Moudi a présentés. Donc, je donne la main à Mme Racha Touzi, notre responsable donc centre de service Atlassian à Tunis. Donc, à toi, Racha, et pour 30 minutes. Merci. OK. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence. Je me présente, je m'appelle Racha Touzi, responsable centre de service ALM chez Spectrum Group. Je suis doublement certifiée Jira Software Administrateur et Jira Service Desk Administrateur. Je vous remercie également, Monsieur Moudi, pour le voyage entre guillemets utile. Donc là,
Comme vous le savez, chaque notion ou bien chaque méthodologie doit être appuyée par un outil performant et efficace pour répondre à ces meilleures pratiques utiles pour l'ITSM. Donc là, la suite de produits Atlassian d'une manière générale ou carrément Jira Service Management, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, peut constituer un excellent outil permettant de fournir plus efficacement des services informatiques ou autres. N'est pas vraiment le Jira Service Management, on va voir, n'est pas vraiment dédié que pour les services informatiques, et de mieux travailler en équipe en tant que client externe ou bien client interne et l'équipe intervenante ou les agents. Bien que le terme utile soit utilisé en fait de manière vague dans les différentes organisations, donc les meilleures pratiques devraient être prouvées à plusieurs reprises pour démontrer une valeur, disons, tangible dans les organisations réelles. Donc, le Jira, oui. Oui, le partage, oui, on ne voit pas l'écran en fait. D'accord, ok. Là, vous voyez? Oui, c'est bon. Là, vous voyez ou pas? Là. Oui, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous voyez au juste? On voit le portail Spectrum, portail support. D'accord, ok. Donc, je disais que le Jira Service Management a été évalué par rapport aux fonctionnalités, aux terminologies, au flux de travail, ce qu'on appelle le cycle de vie finalement d'une demande, aux exigences fonctionnelles des entreprises et des clients. Donc, le Jira Service Management, c'est un produit édité ou bien développé par l'entreprise Atlassian, dont nous sommes partenaires Platinum, le plus haut niveau de partenariat. Et cet outil, il est certifié 4 process utiles dont M. Mouldi en a déjà parlé, qui sont l'incident management, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements et la gestion des demandes de services. Donc, c'est quoi finalement Jira Service Management? C'est finalement un système de gestion du ticket. Il aide à communiquer avec les centres qui fournit un point de contact unique, le SPOC, entre une entreprise et ses clients, ou bien entre une entreprise et ses employés, ou carrément des partenaires commerciaux. Donc, le Jira Service Management, finalement, est chargé de s'approprier les problèmes ou bien les demandes signalées par les utilisateurs et de suivre la demande ou bien l'incident ou le problème jusqu'à sa fermeture et sa bonne résolution. À différentes étapes de la résolution de la demande, donc il y aura certainement une communication entre les utilisateurs et la partie prenante qui ont remonté ces demandes. Comme a dit M. Mouldi, donc, le centre de service est une fonction clé du fonctionnement du service. Il fournit un point de contact unique et central pour tous les utilisateurs de l'informatique ou autres métiers. Donc, l'équipe de centre de service exécute la gestion des incidents ou bien des demandes et demande des processus d'exécution pour finalement rétablir le service normal aux utilisateurs le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, les avantages de Jira Service Desk ou bien le Jira Service Management, en fait, il est accessible 24 heures sur 24, c'est le Anytime Access. On peut avoir ce qu'on appelle le Service Level Agreement, donc le niveau de service pour les demandes, pour faire le suivi de la performance de l'équipe, de personnaliser les cycles de vie d'une demande d'une manière pour répondre à certains besoins métiers et exigences métiers de l'organisation ou carrément de l'entreprise. On a tout ce qui est niveau d'escalade. Si par exemple l'équipe, le client n'est pas satisfait, il peut escalader à un niveau supérieur. Si Mouldi en a déjà parlé. Tout ce qui est automatisation des ainsi de suite.
Allô? Racha, on a parlé là. Allô? Allô? Racha? Une intégration avec une base de connaissances, ça va être appelé. Oui. Vas-y, vas-y, on a perdu la voix et le partage. Juste si tu peux repartager. Oui. Vous m'avez perdu à quel instant? C'est bon, tu peux continuer. Tu peux continuer. D'accord. Donc voilà, les bienfaits, les avantages, disons, de Jira Service Management. Donc, je disais qu'il y aura une intégration d'une base de connaissances performante avec celle de Jira Service Management. On peut faire la personnalisation du portail, carrément du catalogue service offert aux clients ou bien aux demandeurs. Un suivi rigoureux du traitement de la demande, tout ce qui est des KPI et des indices de performance pour faire un suivi de performance de l'équipe, ainsi que vous voyez mon écran. Allô? Oui, Racha, on voit, on voit. Les participants ne peuvent pas parler en fait. C'est moi et M. Mourdi. Oui, 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 vas-y. D'accord, ok. Donc là, je vous présente en fait le portail Jira Service Management. Donc, comme je disais, c'est un spoke, donc single point of contact. Donc, par contre, le Jira Service Management offre deux canaux, disons trois canaux principaux. Le canal principal, c'est le portail. Le deuxième canal, c'est par email. En fait, on peut envoyer un email à une adresse email et cet email-là va être automatiquement trié au sein de Jira Service Management. Donc, pas besoin d'accéder au portail. On peut envoyer un email à une adresse email bien spécifique, bien sûr, du centre de support ou bien du centre de service. Et cet email va être transformé à un ticket au Jira Service Management et on peut carrément, il intègre le cycle de vie normal d'une demande. Et le troisième canal, qui on peut appeler par téléphone, alors on peut appeler carrément directement l'équipe par téléphone, et l'équipe de support prend en charge de créer la demande au nom du client ou bien au nom de demandeur. Mais bien sûr, bien évidemment, pour la bonne centralisation et le bon suivi des demandes, le mieux, c'est de se connecter au portail et de faire remonter vos demandes. Donc, le Jira Service Management permet d'avoir plusieurs centres de services. Chaque centre de service peut être dédié à une équipe qui offre. Oui, bien sûr, oui, Simondi. S'il te plaît, les gens disent on ne voit rien que le premier écran. Oui, oui, je n'ai pas bougé l'écran en fait. Je n'ai pas encore bougé l'écran. Ah, voilà, ok, merci. Voilà. Donc, je disais que le Jira Service Management peut offrir plusieurs centres de services. Chaque centre de service peut être dédié à une équipe ou bien à un centre de support au sein de l'entreprise. Et chaque centre de service peut avoir sa population de clients. C'est-à-dire, d'un centre de service à un autre, on peut avoir des clients différents qui peuvent remonter les demandes. Et chaque centre de service offre son propre catalogue de services à sa clientèle et à ses demandeurs. C'est-à-dire, on peut avoir par exemple un centre de service interne, c'est-à-dire au sein de l'entreprise pour les employés internes, et on peut avoir des centres de service externes pour les clients externes de l'entreprise. Donc là, j'ai choisi de faire trois centres de service. Donc, comme vous voyez, là, j'ai mis un centre de service IT. Donc, si j'accède au centre de service IT, il offre, comme je vous disais, son propre catalogue de services. Bon.
il faut que je me connecte. Donc, le centre de service IT, il offre son propre catalogue de services. On peut avoir des demandes à remonter de type incident, comme on peut avoir juste de type support, de l'aide, mais aussi on peut avoir de type demande de service, c'est-à-dire avoir un nouveau logiciel, avoir un nouveau matériel, ainsi de suite. Et comme on peut avoir de type problème ou bien de type incident. Donc, l'utilisateur ou bien le client se connecte via ce portail. Il choisit dans quel centre de service va remonter sa demande. Après, depuis le catalogue de services, il va choisir le type de sa demande. Donc, si jamais, par exemple, il signale un incident, donc il clique sur un incident et après, il va saisir toutes les informations nécessaires pour le bon traitement de cet incident-là. Donc, carrément, il peut commencer par écrire le titre, une description sur cet incident-là, et après, il peut carrément choisir le problème ou bien l'incident, sur quelle plateforme ou bien sur quel outil a été produit. En saisissant déjà dans le résumé, par exemple, si j'écris service, donc, comme je vous ai dit, le point, disons, fort de Jira Service Management, c'est son intégration avec une base de connaissances. Et cette base de connaissances sert pour minimiser le nombre de demandes redondantes. En fait, parfois, on a plusieurs demandes redondantes et sa résolution, finalement, est, disons, facile. On peut la décrire dans un article de base de connaissances. Donc, carrément, si on commence à écrire les mots-clés de mon problème, il y a une suggestion des articles qu'on peut avoir et on peut trouver carrément la solution dans ces articles-là sans avoir à remonter une demande au centre de service. Et même, on peut dire si cet article est utile ou non pour la demande. Donc, par exemple, aucun article n'a répondu ou bien à la solution de mon problème. Donc, quand même, je peux continuer à saisir les informations. Service mail, par exemple, interrompu. Une petite description pour bien expliquer et éviter les allers-retours entre le demandeur et l'équipe de support ou bien l'équipe de centre de service. Choisir, comme je vous ai dit, l'outil qui a causé ce problème ou a été reproduit. Donc, par exemple, ici, comme le service email est interrompu, je vais choisir email service et tout simplement, je clique sur créer. Bon. Voilà, et je clique sur créer. Là, ma demande a été créée. Donc là, je peux voir les détails que je viens de saisir. Je peux voir le statut de ma demande. Donc, elle est en attente de support. Je peux faire quelques actions sur la demande et carrément la partager avec d'autres membres de mon organisation ou carrément avec d'autres membres, disons, externes. Je peux communiquer avec les agents via des commentaires et je peux rattacher des pièces jointes au cas où le problème n'est pas clair et je peux appuyer ou bien détailler le problème via un screenshot ou bien une pièce jointe qui décrit mieux le problème. Donc là, tout simplement, par exemple, help plus, parcourir, je peux choisir n'importe quelle une pièce jointe et je clique sur ajouter. Donc, l'échange par commentaire, ça va nous éviter les échanges non tracés, les échanges par email qui vont être perdus au-delà de 5 jours.
Donc là, sera centralisé dans la même demande, tous les échanges entre l'équipe de support et le demandeur dans le portail. Donc là, tout simplement, c'est la demande. Une fois que la demande est créée, maintenant, le deuxième acteur principal de la relation client-agent, donc c'est l'agent, ou bien on peut dire c'est l'intervenant qui va traiter la demande du client. Donc, la demande va atterrir directement dans la file d'attente de l'intervenant. On peut avoir plusieurs files d'attente au sein de Jira Service Desk pour faciliter la tâche de filtrage et on peut aller à la cible directement sans avoir parcourir toutes les demandes pour trouver la demande choisie. Donc, chaque file d'attente, comme vous voyez, elle peut être basée sur un critère bien défini, soit par type de demande, soit par criticité, soit par résolution, etc. Donc, la demande a bien atterri dans le centre de service. L'agent se connecte, il va bien la trouver. Bien sûr, il y aura tout un système de notification mis en place pour garantir les alertes et les notifications des agents ainsi que les clients. Donc là, par exemple, la demande a été créée. Donc, le client qui a commenté la demande va recevoir un accusé de réception que sa demande a été bien créée et elle est bien reçue par le centre de service. Et pareil, l'agent ou bien l'intervenant va recevoir une notification pour lui dire que votre demande, que monsieur client a créé une demande que vous devez l'avoir et la traiter. Donc, la demande, comme je vous ai dit, est atterrie. Donc, l'agent, tout simplement, il clique sur la demande. Il va trouver toutes les informations déjà remontées par le client, le résumé de la demande, le service qui a été affecté. Même, on peut trouver tout ce qui est commentaires et la pièce jointe rattachée de demandeur, la date de création, le type de la demande, donc le rapporteur qui est le demandeur ou bien le créateur de la demande, ainsi de suite. Donc là, il y a des différentes sections dans la demande où on trouve les informations nécessaires pour traiter la demande. Vu que c'est pour calculer la performance de l'équipe, donc là, on doit mettre en place ce qu'on appelle le SLA, l'accord de niveau de service. Chaque accord de niveau de service peut être différent d'un critère à un autre. On peut avoir des objectifs de SLA différents selon la criticité, différents selon le type de demande et différents selon le client en lui-même. Donc, comme vous le voyez ici, on a mis en place deux SLA. Le premier SLA, c'est le temps de la première réponse et le deuxième SLA, c'est le temps de la résolution totale de la demande. Comme je vous ai dit, 4 heures, on a mis ici 4 heures, mais le 4 heures, ça va être l'objectif 4 heures peut être différent d'un critère à un autre. Et bien évidemment, on peut ajouter d'autres SLA selon votre exigence business. Ici, vous trouvez que le SLA il est mis en pause parce que là, c'est heure de travail. Donc, carrément, on peut mettre en place les heures de travail, par exemple, de 8 heures à 17 heures. Si jamais la demande a été créée après l'heure de travail, donc le SLA, le compteur ne va pas commencer à décrémenter. Elle va être mis en pause jusqu'à 8 heures du matin pour qu'il reprend et commence à compter. Donc là, l'agent, comme je vous ai dit, il a vu sa demande. Chaque demande, elle est basée sur un workflow bien défini. Donc là, on voit le workflow de l'incident. Dès que l'incident a été créé, il est en attente de support. Elle peut être escaladée au niveau 2 si jamais l'agent n'est pas capable de traiter la demande. Il peut confirmer
il peut confirmer si le problème est bien reproduit, donc il confirme. Après, il le résout. Et si jamais il a besoin d'autres informations du client, il peut demander plus d'informations et le statut de la demande va devenir waiting for customer, en attente de client. Comment passer d'un statut à un autre? C'est tout simplement, on a des actions dans la demande qu'on peut cliquer dessus pour passer d'un statut à un autre. Par exemple, ici, je vais, comme étant un agent, je vais confirmer que vraiment il y a un problème dans l'email service. Donc, dès que je clique confirmer, il y a un problème de connexion. Dès que je clique confirmer, donc vous voyez ici carrément l'email de service va être mis à jour, que n'est pas fonctionnel et qu'il y a un incident en cours. Donc là, Jira Service Management vous permet aussi, il y a une partie utile que M. Moudi n'a pas pu en parler. En fait, c'est le Configuration Management. Donc, au sein de Service Management, on peut carrément faire tout ce qu'on appelle la gestion d'assets, la gestion des actifs, vos matériels, vos logiciels, donc tout ce qui est des inventaires, ainsi de suite. Donc, carrément, là, on peut trouver toutes ces informations liées à votre email de service, où il est stocké, dans quel host, dans quel serveur, et le serveur, on peut voir quel est son CPU, quel est son RAM, ainsi de suite. Donc là, carrément, on peut trouver toutes les informations liées à vos actifs dans l'entreprise. Carrément, on peut créer un schéma et chaque objet, il représente un serveur et chaque serveur, il a tous les détails liés, ainsi de suite. Et même, on peut aller plus loin, on peut avoir un module qui permet de scanner les actifs au sein de votre entreprise pour avoir une mise à jour automatique de vos actifs au sein de Jira Service Management. Donc voilà. Donc quand l'agent clique sur le bouton par exemple confirmer, le statut de la demande a été modifié et aussi il va être modifié côté bien évidemment. Voilà. Donc après tout cela, après le traitement de la demande, on peut carrément résoudre cette demande. La demande a été résolue. L'email service, il est bon maintenant, il est fonctionnel. Le client, bien sûr, va être informé que l'email service il est fonctionnel et le statut va être mis à jour, bien évidemment, en résolu sur sa demande. Une fois que l'agent a terminé de traiter la demande, là, il a une option, c'est vraiment de créer l'article depuis la demande directement et alimenter la base de connaissances par cet article-là pour éviter que notre personne remonte la demande disons, polluer, disons, la file d'attente pour avoir une duplication de demande, ça ne sert à rien. Donc, carrément, il peut carrément créer directement l'article depuis l'interface de la demande. Là, je vous ai montré le cycle de vie d'une demande depuis sa création. Après, il y a le rôle de chef d'équipe ou bien le chef de service. Donc là, il nécessite de faire du suivi, d'avoir des KPI pour avoir qualifié la performance de son équipe. Et Jira Service Management, il nous fournit des rapports, des différents rapports pour, disons, évaluer la performance de notre équipe. On peut avoir des
des rapports, disons, standards, mais bien sûr, on peut avoir des rapports plus avancés. On peut modéliser nos propres rapports pour satisfaire à nos propres indices de performance. Donc là, comme vous voyez, il y a une demande créée, une demande résolue les 7 derniers jours. Le temps de résolution, vu que je l'ai résolu rapidement, donc c'est 0 minutes. Les demandes qui ont respecté le SLA et les demandes, combien de demandes n'ont pas respecté le SLA, les incidents par priorité, par exemple, durant les 7 derniers jours, on a une demande mineure, c'est tout. Donc là, on peut carrément, comme je vous ai dit, on peut personnaliser d'autres rapports selon le besoin. Une fois que la demande a été traitée, il faut noter qu'il y a un email de satisfaction peut-être envoyé au client pour dire s'il est satisfait du service ou bien il est satisfait de la résolution. Et bien sûr, la note, elle est sur 5, va être ajoutée au sein de son service et il y aura une moyenne totale sur les 7 jours ou bien les trimestres, etc., pour, disons, mesurer la satisfaction de notre clientèle. À part le suivi côté intervenant et côté agent, même le client peut suivre ses propres demandes, tout simplement par un petit dashboard où il y aura la liste de toutes les demandes remontées. Mais il peut filtrer sur les demandes ouvertes comme il peut filtrer sur les demandes clôturées. Il peut filtrer par type de demande. Par exemple, ici, hop. Bon, il n'y a pas de demande clôturée, donc tous les états et voilà, des demandes par type de demande. Il peut filtrer par les demandes créées par lui ou partagées avec lui. Comme je vous ai dit au début, on peut partager la demande avec un autre collègue ou avec carrément un client externe. Et aussi, bien sûr, on peut faire une petite recherche sur le résumé de la demande pour avoir des demandes, par exemple, qui sont liées à l'email. Voilà. Merci. Merci, tu es top chrono, tu es à 18-20. Merci donc pour cette présentation de l'outil Jira Service Management, l'ancien Service Desk. Donc, avant de passer la main aux différents participants pour poser leurs questions, pour répondre à quelques questions, donc je rajoute un petit mot. Donc, la démo que Racha a fait, c'est pour vous montrer que Jira Service Desk ou Service Management répond aux plusieurs des critères que M. Mondi les a présentés dans la partie utile. Donc, c'est une solution qui vous permet de répondre aux exigences utiles donc sur plusieurs process. Vu la limite du temps, donc aujourd'hui, on a présenté un seul process ou quelques process, mais la solution vous permet de modéliser, de mettre en place et d'implémenter vos différents process métiers au sein de la solution. Il y a aussi plusieurs autres outils qui peuvent se greffer avec Jira Service Desk. Donc, pour bien gérer toute cette notion d'ITSM, il y a l'outil Jira Software pour tout ce qui est gestion de projet. Il y a Status qui vous permet d'informer vos clients ou vos utilisateurs directement et d'anticiper sur l'ouverture de tickets. On informe les différents utilisateurs internes ou externes de nos applications que telle ou telle application est déjà en panne ou n'est pas fonctionnelle pour anticiper avant la création des tickets des incidents. Il y a plein d'autres fonctionnalités intéressantes aussi autour de la solution qu'on pourra vous présenter prochainement si vous avez besoin de plus de détails sur la solution ou sur la partie utile. On passe, donc on a encore 10 minutes sur la partie questions-réponses. Donc, vous voyez tout à l'heure depuis le début quelques questions donc, autour de la solution et autour de Spectrum Group. Donc, une question sur la partie référence de Spectrum. Donc, de 1, donc la référence au niveau, il y a la solution, il y a l'éditeur Atlassian qui est l'éditeur de la solution Jira. Référence en termes
de la solution ou de l'éditeur sont bien justifiées, bien existantes sur le site. Donc, il y a l'ensemble de pratiquement tous les grands éditeurs, tous les grandes structures utilisent la solution. Pour Spectrum, on a des projets avec plusieurs clients en France, en Tunisie, en Afrique sur cette solution. Il y a Airbus qui utilise la partie support, il y a Canon, Saint-Gobain, je parle des clients référents Spectrum Group. Donc Airbus, Talent, SNCF, il y a Canon, il y a Saint-Gobain, il y a la ville de la Nouvelle-Aquitaine, donc la zone de la Nouvelle-Aquitaine. En Tunisie, on a un groupe Paulina qui utilise la solution pour tout le groupe, donc pour gérer le service desk de tout le groupe. On a Advitim qui est une ESN, on a le groupe Discovery, il y a Orange Tunisie, Orange Côte d'Ivoire, Orido Algérie aussi qui vient de se rajouter à nos clients. Donc, on a plusieurs références là-dessus. Donc, on pourra vous partager une liste non exhaustive de ces références-là. Il y avait une autre question à M. Maud ici. On pourrait se certifier utile sans avoir besoin de passer les différents niveaux. Donc, on pourra directement être certifié utile 4 sans passer par les niveaux antérieurs. Donc, c'est possible. Après, donc, il y avait une question par rapport à la solution, par rapport à l'habillage en fait de le portail. Donc, tout est paramétrable. Donc, le portail va avoir les logos, les designs du client avec les logos nécessaires, avec les couleurs nécessaires. L'avantage est que sur Jira Service Desk, il n'y a pas de limitation au niveau de projets de support à créer. On peut créer autant de projets de support. Ça peut être des projets de support interne, ça peut être des projets de support public, le support client par exemple, ou bien clientèle qui peut se greffer sur le site web du client et qui permet d'avoir donc gérer les différentes réclamations clients. Donc, il n'y a pas de limitation en termes de nombre de projets à créer ou à gérer avec la solution. L'avantage aussi que les utilisateurs ou les clients de centres de service qui vont utiliser, qui vont générer le ticket sont gratuits. Il n'y a pas de besoin de licence pour ces clients-là. Donc, le portail, pour avoir accès, on n'a pas besoin de licence. Les licences sont comptées par rapport aux agents de support qui utilisent et qui résolvent la solution en back-office. Voilà, donc, OK. Donc, je ne sais pas, M. Maudit, si vous avez quelques points à rajouter. Avant, on a encore 5 minutes. Donc, le support de la présentation, vous pouvez le trouver donc, sur la chaîne YouTube Spectrum. On va vous envoyer un mail qui contient les contacts des différents intervenants. Donc, n'hésitez pas à nous revenir en cas de besoin, donc, que ce soit sur la partie utile avec M. Maudit ou avec nous, donc, pour demander des démos spécifiques ou personnalisées par rapport à vos différents besoins. Belgassem, Oui, M. Moudi. Oui. tu as autre question et réponse à traiter. Oui. Vous avez un exemple d'enquête de satisfaction? Oui, oui, à la fin, Racha a présenté. Fait, oui, vas-y, Racha. Vas-y. À la fin de la résolution de la demande, il y a une enquête de satisfaction en fait envoyée par le Jira Service Desk, le Jira Service Management. Bon, un exemple, je dois chercher dans ma boîte de réception si je trouve un email de satisfaction pour partager mon écran et vous le montrer. Juste une seconde. Pour la même personne, il y a une autre question. On peut tester la solution Jira le temps que Racha trouve l'exemple. Donc, peut-on tester la solution Jira à travers une version d'évaluation? Oui. Plus que ça, il y a une version gratuite jusqu'à 3 agents sur le cloud Atlassian. Donc, vous pouvez tester la solution sur le cloud, paramétrer, tester toutes les fonctionnalités possibles donc, sur le cloud Atlassian. Comme aussi, on peut vous donner, Spectrum peut vous fournir en tant que partenaire Atlassian des clés
de licence temporaire pour tester la solution Data Center, qui est la solution qu'on pourra utiliser en promise. Donc, c'est une solution de haute disponibilité dédiée à des comptes assez nombreux en termes d'utilisateurs. Une autre question concernant la migration de notre outil comme ServiceNow vers Jira. Oui, en fait, bon, quel que soit l'outil actuel, hein, ça peut même être des fichiers Excel ou ServiceNow ou toute autre solution, donc de JLPI, etc. Donc, il y a la possibilité, dès qu'il y a la possibilité d'exporter ces données-là du système source, on a la possibilité de les importer sur Jira. Et en plus, il y a des systèmes spécifiques comme ServiceNow qui, on a directement des connecteurs qui permettent de migrer les données de ServiceNow directement à Jira. Donc, il y a des plugins sur le Marketplace Atlassian qui permet d'avoir ce niveau ou ce service-là, donc à travers avec un plugin qui est déjà prêt donc, à utiliser. Donc, ce n'est pas une tâche aussi compliquée. Donc, bien sûr, dans l'import ou dans la migration, on peut garder tout l'historique, donc tout l'historique des tickets, etc. Donc, toutes les informations, les données qu'on veut garder, si le système source surtout permet de les exporter, on peut les garder. Le plugin, oui, sont payants. Donc, le mode de licensing, j'en profite le temps que Racha trouve le mail. Le mode de licensing de Jira, donc il y a deux parties. Il y a la partie donc accès à la plateforme, donc les licences Jira qui comportent plusieurs niveaux d'accès. C'est des paliers en fait d'utilisateurs, donc 5, 15, 25, 50, etc. Si les plugins en quoi sont utilisés, ils sont utilisés lorsque le client demande des fonctionnalités qui ne sont pas supportées ou offertes par la version standard de Jira. Il y a des plugins qui permettent de gérer ces fonctionnalités-là. Et ces plugins-là sont acquis avec la licence. Ils sont acquis avec la licence Jira, bien sûr avec des budgets qui ne sont pas aussi sont maîtrisables. Hein, donc, il ne faut pas avoir un souci ou avoir peur de rajouter des plugins. Donc, la solution, en sa globalité, on estime que c'est une solution accessible par rapport au marché tunisien, donc vu les coûts de mise en place. Il y a l'avantage aussi que avec Jira, Service Desk, donc on a présenté l'ITIL avec M. Mouldi, donc la mise en place de l'ITIL, l'organisation de la DSI, l'organisation des process, c'est un projet qui prend du temps, qui est nécessaire. Et l'avantage avec Jira, c'est qu'on peut commencer avec l'existant. On n'est pas obligé d'attendre que le projet d'organisation utile arrive à sa fin pour implémenter ça dans Jira. On peut commencer parce que Jira, comme on l'a présenté, contient des process ou des fonctionnalités ou des principes utiles qui sont déjà là, ce qui va permettre d'accélérer peut-être même la mise en place ou la certification utile de l'organisation ou de centre de support ou de centre de service. Donc, le projet organisationnel utile peut avancer et la mise en place aussi de l'outil en parallèle peut avancer avec lui parce que l'outil vous apporte aussi cette touche organisationnelle en termes de l'outil. Voilà. Il faut noter aussi, oui, juste on a reçu une question par rapport à la gestion de projet. Il faut noter aussi que Jira, c'est une suite en fait des applications. On trouve le Jira Service Management comme on trouve que le Jira Software qui nous permet d'avoir la gestion des projets agiles en méthodologie Scrum ou Kanban, carrément des projets métiers standard. Donc, les applications, ces couches applicatives, déjà, disons, ils s'intègrent entre eux, transparent. L'intégration est transparente. Et voilà. Donc, c'est toute une suite. On a le Jira Core pour les équipes métiers et les équipes business, le Jira Software pour tout ce qui est gestion des projets, soit IT ou autre, en suivant les méthodologies agiles avec
avec des itérations et des sprints. Et on a le Jira Service Management pour tout ce qui est gestion des centres de services et gestion de support. Et ces outils-là, on n'oublie pas aussi le Confluence. Ces outils-là nous permettent carrément de mettre en place la notion de DevOps au sein de l'entreprise pour répondre aux différentes étapes d'un cycle de vie d'un produit ou bien d'un projet. Ok, bon, merci Racha. Pour ne pas trop tenir, s'il n'y a pas encore d'autres questions, vu qu'on a déjà dépassé le temps annoncé de 5 minutes, donc s'il n'y a Rapidement, je vais partager mon écran. Rapidement, Oui. je vais partager mon écran pour vous montrer un exemple, disons, de satisfaction qui a été envoyé une fois la demande a été résolue. Donc, tout simplement, il y a 5 étoiles et carrément, vous cliquez, par exemple, ici, Very good, et vous êtes redirigé vers une interface pour vous mettre un commentaire. Et après, tout ce qui, la note va être ajoutée à la satisfaction que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ok, merci Racha. Donc, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter donc, pour avoir plus de détails sur la solution ou sur la mise en place de la certification et la formation utile avec M. Mouk. Merci donc à notre cher intervenant, M. Moudi, pour cette excellente participation en présentation. Merci à vous tous, chers amis. C'est vous qui m'avez donné l'opportunité. C'est une chance pour nous aussi. Merci. Non, Donc, merci Dora, merci Racha, merci à tous nos participants et à bientôt pour un autre événement. Donc, merci et au revoir. Merci à tout le monde. À la prochaine. Restez connectés. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.